Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'enquête sur Énergie 12. Chaque semaine, notre équipe de journalistes se rend sur le terrain pour décrypter un phénomène de société, une nouvelle tendance ou dévoiler les coulisses d'un lieu mythique. Pour ce numéro, nos équipes ont enquêté dans les secrets de Marseille, la ville aux deux visages. Ce n'est un secret pour personne. Depuis toujours, Marseille souffre de sa mauvaise image. Ville dangereuse, gangrénée par les trafics et les règlements de compte, il ne se passe pas une semaine sans qu'elle fasse la une des faits divers. Une économie parallèle s'est même organisée, celle du trafic de stupéfiants. Et vous allez voir que ce business entre caïds de la drogue peut aller très loin. Pourtant, malgré la peur, les habitants de ce quartier ont décidé de briser la loi du silence et ont accepté de nous parler de leur quotidien. Alors, qui sont ces femmes et ces hommes qui refusent de baisser les bras? Quelle méthode emploient-ils pour recadrer les jeunes des cités à la dérive? Entre violence et désespoir, solidarité et système D, dans les secrets de Marseille, la loi des cités, c'est une enquête signée Florian Thomas. À l'ombre de Notre-Dame de la Garde et de ses beaux quartiers, existe une autre réalité, celle des quartiers nord de Marseille. Je commence par qui? Sur la dalle de la cité Savine, dans le 15e arrondissement, une voix résonne. Plus je prends de l'âge et plus la vie elle est dure, plus tu mets le prix. C'est celle de Foued Naba, un rappeur plus connu sous le nom de Koff. Aujourd'hui, le jeune homme de 26 ans enregistre son nouveau titre. On a caché la coco dans le siège bébé. Arrivé à la douane, dommage, on s'est fait péter. Dois-je comprendre que le Seigneur est mauvais? Garde-moi là, celle-là, l'adjoint. C'est bon? Marseille est l'un des berceaux du rap français qui se fait l'écho de la voix des cités. Il représente un exutoire et un refuge pour la jeunesse. La musique, ça t'occupe. Tu vois, ça t'occupe et voilà, ça te pousse pas à faire certaines choses, je pense. Peut-être que l'argent que j'ai mis dans le studio ou étant jeune, je l'aurais mis peut-être dans du shit. À l'heure actuelle, je fume pas, donc tu vois. Ou je l'aurais mis dans d'autres choses, tu vois. Dans ses chansons, Foued raconte son quotidien d'enfant des quartiers. Les cités aujourd'hui, elles sont abandonnées. Et c'est malheureux. Et c'est ce qui pousse aujourd'hui. Je pense, si tu veux mon avis à moi, ça n'est pas pour rien, en tout cas, dans tout ce qui se passe aujourd'hui à Marseille. Et comme Foued, dans ces quartiers, ils sont des milliers à vouloir crier leur détresse pour faire bouger les choses. Marseille a une réputation de ville sanglante qui lui colle à la peau. À l'origine de ce problème, des quartiers populaires, trop longtemps laissés à l'abandon. Ils sont devenus le bastion de la criminalité. Les caïds de la drogue y règnent en maître. Ce qu'on appelait jadis la mafia, aujourd'hui n'existe plus ou quasiment plus. Ça s'est transformé en ces trafics de stupéfiants hyper violents, très bien organisés, professionnalisés dans les cités. Le business de la drogue est devenu ici une véritable économie souterraine. Avec chaque mois plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires qui transiteraient par les cités. Conséquence, l'an dernier, 29 règlements de compte ont secoué la ville. Quand on meurt si jeune, c'est du gaspillage, c'est un gâchis pour tout le monde. Parce qu'à 20 ans, on ne devrait pas mourir, quoi. Mais la drogue est-elle la seule issue possible pour ces jeunes? Et surtout, que font les habitants pour offrir un meilleur avenir à leurs enfants? Pour le comprendre, nous avons passé plusieurs jours dans les quartiers nord de Marseille. Comment on grandit dans ces quartiers? Comment on grandit? On grandit avec une optique qui s'appelle réussir ou mourir. Nous sommes allés à la rencontre des familles des cités les plus pauvres de France. La vie est dure dans ces quartiers, c'est difficile, il faut vraiment batailler pour arriver à s'en sortir. Mais comment s'en sortir par l'école lorsqu'un établissement scolaire sur 3 à Marseille serait délabré? Une situation qui provoque la colère et l'indignation de nombreux parents. On pense que l'argent est bien plus important pour eux que le bien-être de nos enfants. Vraiment, l'école est vraiment dégradée, les peintures n'ont pas été faites depuis des années. C'est vraiment une école qui est laissée à l'abandon complet. Mais certains refusent le fatalisme et s'activent pour offrir à ces jeunes un autre avenir. Les valeurs qui nous réunissent chaque soir,
Honneur. Respect. Courage. Loyauté. Respect de droit. Plongez dans les secrets des cités de Marseille. Notre enquête démarre à l'entrée de ces cités. L'homme qui a accepté de nous y conduire, c'est Marc Lamola, ancien policier de la brigade anticriminalité phocéenne. Alors on va sortir du centre-ville de Marseille et on va se diriger vers les quartiers nord. Mon ancien terrain de chasse. C'est pas une légende, hein, tout le monde le sait. Et dans chaque cité marseillaise, il y a au moins un point de deal très actif. Construite en 1971, la cité de la Castellane est minée aujourd'hui par la pauvreté et l'insécurité. Véritable plaque tournante du trafic de stupéfiants. Voilà, donc on remonte sur le boulevard Henri Barnier avec la Castellane sur la gauche, avec, on va voir, les guetteurs qui sont installés là. Là, il y en a un qui déambule sur la dalle là, avec sa casquette. Ils sont à l'entrée de la cité. Le but, c'est de prévenir tout le dispositif de l'arrivée des effectifs de police. Voilà, donc ils ont ce fameux cri « Ara, ara » ou par téléphone portable, c'est plus facile, ils préviennent donc tout le dispositif de l'arrivée de gens hostiles. L'énorme trafic de drogue qui prospère dans cette cité génère un chiffre d'affaires qui peut aller jusqu'à 1 300 000 € par mois. Et ça va surprendre ce que je vais dire, mais l'État, quelque part, profite aussi des gains générés par le trafic de stupéfiants. Puisque les gens consomment, puisque les gens paient les loyers, etc. etc. Et je cite souvent cet exemple-là qui est vrai. Hein. Un bailleur social m'avait dit à l'époque, chaque fois que vous faites tomber un petit deal de cité, pendant 1 ou 2 mois, les loyers sont pas payés. Pour ce policier né à Marseille, l'année 2002 marque la fin d'une époque. Cette année-là, le gouvernement supprime la police de proximité. Je vous en prie. Je vous fais un café ? Ah, j'en ai un. Allez. Une décision qui rompt définitivement le dialogue entre la police et les habitants des quartiers. Ça a profondément dénaturé le métier et aussi l'impact sur la société. Et comment vous l'avez vécu, ça ? Moi, très mal. Très très mal. Alors au départ, j'ai essayé de résister. Avec mon seul caractère, j'ai essayé de faire front, et autant auprès de la hiérarchie administrative que judiciaire. Et donc, ça a été le pot de terre contre le pot de fer. Mais cet ancien flic de terrain a le sentiment de devenir uniquement un fonctionnaire qui doit appliquer la politique du chiffre. Usé par 20 ans d'une profession qui a trop changé, il sombre dans la dépression. Réellement, le burn-out a été engendré par une overdose de saloperie, de côtoyer sans cesse la misère, qu'elle soit sociale, intellectuelle, la violence inouïe, pareil, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, sociale aussi, de côtoyer tout le temps ça. Mon côté humain et peut-être humaniste, hein, de pas peut-être arriver à gérer sur du très long terme tout ce que je voyais. Et puis, comme tout policier qui reste seul avec son arme, parce que c'est aussi ça la solitude du flic, je me suis retrouvé donc ici comme un idiot, parce que je vois ça avec beaucoup de recul aujourd'hui. Et voilà, avec mon arme à la main, et voilà, je l'ai placé comme un idiot, je l'ai placé dans ma bouche. L'homme échappe à la mort in extremis, grâce à son épouse, qui l'empêche de commettre l'irréparable. Aujourd'hui, sorti de la dépression, Marc se consacre à sa nouvelle passion, l'écriture. Cette violence des cités, dont parle cet ancien flic, a été illustrée récemment dans un film, Chouf. C'est chez nous ici, tu as compris ? Au cœur du scénario, trafic de drogue, règlement de compte. Et pour être au plus près de la réalité, le réalisateur n'a pas fait appel à des acteurs, mais à des jeunes des cités. Parmi eux, le rappeur Fouad Naba, originaire des quartiers nord. 200 000 €, pas mal. On
Moi et Rachid, on a grandi ici, dans ces blocs. Et voilà, qu'on a passé notre enfance ici. Dans le film, Foued partage l'affiche avec ses amis, Rachid et Ziné. Il y a l'équipe au complet là, il est là le barbeau, hein. Là l'homme de main, malheureusement toi, il n'y a rien pour toi dans le film, hein. Bing bing. Ciao l'équipe. Chouf, en arabe, signifie regarde. Dans les cités du nord de Marseille, c'est également le nom donné par la police aux guetteurs des réseaux de drogue. Mineurs pour la plupart, ils seraient rémunérés entre 50 et 80 euros par jour. Pour un jeune, ça peut être une tentation, tu vois. C'est un jeune qui n'a pas de repères, qui a des parents qui ne leur achètent pas forcément tout ce qu'ils veulent ou quoi. Je sais pas, il se dit ouais, je vais aller rester là 2-3 heures, faire le chouf ou quoi, je vais te payer direct. Mais c'est sûr que dans les quartiers, les jeunes vont être tentés par l'argent facile. Et si Foued et Ziné ont accepté de jouer dans ce film, c'est pour raconter la réalité de leur quotidien, mais surtout pour prévenir les jeunes. Quand on a reçu le scénario, le premier truc qu'on a eu, on ne s'est pas dit c'est violent, on s'est dit non, ça va être justement un rappel pour les jeunes. Tu vois le délire ou pas? Leur montrer comment tu commences, comment tu peux finir. Tu vois le délire ou pas? Voilà, ça sert à rien, garder dans le chauffe, tout le monde meurt. Il n'y a pas d'autre solution à part mourir à la prison. Donc c'est bien de continuer les études, essayer de trouver du travail. Je ne savais pas dans quoi on pouvait atterrir le lendemain. Regardez, moi, du jour au lendemain, je fais un film. Car les règlements de compte dont parle le film sont aujourd'hui devenus monnaie courante. À Marseille, l'une des cités qui fait régulièrement la une des pages de faits divers, c'est la cité Bassins. Ce quartier est secoué depuis quelques années par des actes violents sans précédent. Tout démarre en 2011. Le soir de Noël, 3 hommes sont tués par balle, dont un certain Sonny Arbarello, âgé de 20 ans. Un règlement de compte entre 2 bandes rivales. En 2015, les 3 présumés meurtriers sont condamnés à 25 ans de réclusion criminelle. L'affaire pourrait s'arrêter là. Pourtant, 1 an après cette condamnation, en avril 2016, Lenny Arbarello, le frère de la victime, se serait vengé à son tour lors d'une exécution d'une rare violence. Zara se souvient avec émotion de cette nuit-là. J'étais en train de regarder la télé et on entend un gros bruit comme s'il y avait l'immeuble, il allait s'écrouler, comme un attentat. On a vécu la même chose que l'attentat. Cette nuit-là, un commando lourdement armé fait irruption dans cette petite épicerie où adultes comme enfants sont en train de regarder un match de foot. Les assaillants criblent de balles, 3 personnes. On a tapé à la porte, il n'y avait personne qui ouvrait. On s'est dit, ils sont tous morts. On a fait le tour par l'entrée principale et là, des corps allongés au sol, pleins de sang. Et on était paniqués. Donc on a chacun regardé si c'était pas un des siens. Voilà. Et du coup, c'est nous qu'on a dû recouvrir les... Je suis remonté à la maison, récupérer des draps pour recouvrir les corps. C'était dramatique. Je pense que personne n'a vécu ce drame-là. Un triple meurtre. Au sein d'une cité, la supérette il y avait beaucoup de monde, donc c'était tout le monde qui pouvait mourir. Moi aussi, je descendais acheter quelque chose et voilà, je pouvais y passer. C'était dramatique. Début 2017, Lenny et ses associés sont mis en examen pour ce second triple meurtre. Nous sommes à la cour d'assises de Draguignan. Aujourd'hui, s'ouvre le procès en appel du meurtre de Sonny Arbarello, le frère de Lenny. Dans le box des accusés, 3 hommes, dont les 2 frères Laribi. Mais pour le père de ces accusés, il y a erreur sur la personne. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du procès ?
qu'ils sortent la vérité, qu'ils sortent ces innocents de cette galère. Ça fait 5 ans qu'on est dans la galère, toute la famille, on souffre tous, toute la famille on souffre, on comprend les victimes, les parents des victimes, on comprend tout ça, mais c'est pas bon, prendre les premiers innocents qu'on les met dedans pour calmer l'opinion publique, il ne faut pas tout mélanger. Il n'y a aucune preuve, il y a des témoins sous X, ils se contredisent. On les coupables, on les a mis là et c'est des gosses qui ne savent même pas ce qui leur tombe sur la tête. En face, les mères des victimes de ce règlement de compte. Lors du procès à la barre, elles ont osé briser la loi du silence qui règne dans ces quartiers, là où les familles des tueurs et des victimes se côtoient. Dans ce genre de dossier, il n'y a pas de témoin direct ou quelqu'un qui dit « moi, j'étais présent, je sais que c'est lui, etc. » Ça ne marche pas du tout comme ça, puisque c'est le règne de la peur et de l'omerta, donc c'est tout par le travail d'enquête. Donc la difficulté, c'est de faire comprendre ça aux jurés. Il y a des témoins qui se sont désistés, même des témoins sous X, pour vous dire la puissance et la violence de ce dossier, et des témoins qui sont morts. Cette affaire ne repose donc que sur des témoignages. Il faut dire que les assassins ont effacé toutes les preuves en utilisant un procédé très répandu dans les règlements de compte de la région, le barbecue marseillais. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Cette expression a fait florès, le barbecue marseillais. Elle a été évoquée dans l'affaire Laribi et dans bien d'autres affaires depuis. C'est simplement le fait de mettre le feu à des éléments de preuve majeurs pour les services de police. Et c'est vrai qu'en termes de police technique et scientifique, quand un véhicule, des armes et d'autres éléments de preuve ont été soufflés par le feu, on ne retrouve quasiment plus rien. Et évidemment, la police n'a peu de chances de remonter jusqu'aux auteurs. En 20 ans de carrière, ce journaliste marseillais a vu le banditisme de la cité phocéenne se métamorphoser complètement. La différence aujourd'hui, je pense, c'est une certaine banalisation des armes qui fait que tous ces jeunes de cité qui n'ont ni avenir ni projet ne savent pas où donner de la tête et que, en gros, leur avenir se joue entre le RSA et le trafic de stupes, qui donne de surcroît l'image à tous ces jeunes trafiquants qui vont pouvoir vivre comme les grands bourgeois marseillais et s'encanailler à leur façon jusqu'au jour où ils finissent en prison et quand ils ne finissent pas sous les coups de l'équipe rivale avec une espérance de vie qui va s'arrêter à 22 ou 23 ans. Ce procès est l'illustration type de cette jeunesse perdue. Après une semaine de procès, 8 heures de délibération, le verdict tombe enfin. Entre 10 et 25 ans de prison pour les 3 accusés. La famille des victimes exulte. Malgré cette joie, à la fin du procès, et par peur de représailles, ces mères ont refusé de nous accorder une interview. Mais une autre maman a accepté de briser la loi du silence qui règne dans ces quartiers. C'est courageusement qu'elle témoigne à visage découvert. Zamimou a longtemps habité à la cité Maison Blanche à Marseille, avec ses 2 fils, Saïd et Bakar. Et ici, on était à la plage à Marseille. Et les musclores. Elle était très calme. Elle était mignonne, je ne sais pas. Il a changé. Il a changé d'un coup. À l'époque, Saïd l'aîné est bon élève et suit sa scolarité. Bakar, 16 ans, a de mauvaises fréquentations. Il sèche les cours, traîne en bas des tours et commence à faire les 400 coups. Un jour, je lui ai demandé pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me punis comme ça. Eh bien, il m'a répondu, il m'a dit, excuse-moi maman, mais tu m'as rien fait, tu as fait tout ce que tu peux, mais je sais pas. Ça fait mal quand tu vois ton fils comme ça, parce que j'attendais pas ça. J'ai fait tout pour que mes enfants ils soient bien. À Marseille, c'est partout, c'est difficile.
élever les enfants là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de trafic. Mais pour sortir son fils des cités, cette maman décide de tout quitter à Marseille et part s'installer à Albi, à 350 km de là. Mais Bakar, déjà en couple et bientôt papa, refuse de suivre. Saïd, son grand frère, va alors tout faire pour le sortir de là. C'est mon unique et seul frère. Et on s'entendait bien. J'avais réussi à le convaincre de quitter Marseille parce que c'était dur qu'il vienne avec nous. Et il avait accepté. J'avais réussi à le convaincre parce que j'avais promis de lui payer le permis de conduire. Il avait ses propres projets pour s'en sortir parce qu'il avait un fils et il voulait s'en sortir. Mais son frère ne viendra jamais. Le 23 juin 2010, Bakar est poignardé à Marseille. Quand elle a décroché le téléphone, on lui a dit « Vous pouvez venir parce que c'est urgent, vous pouvez rendez-vous à Marseille le plus tôt possible ». Et c'est là où on a commencé à comprendre que... C'est là où j'ai percuté, moi, et franchement, j'avais perdu contrôle. Oui, oui. Ça va. Oui, je sais bien. Calme-toi. J'avais perdu le contrôle. J'étais dans un état de rage. Bakar aurait été assassiné pour une dette de seulement 150 € liée au trafic de drogue. Alors, existe-t-il une solution pour enrayer ce fléau? Vous allez voir qu'un homme semble avoir trouvé la réponse. Nous sommes dans le quartier de la Belle de Mai à Marseille. Nous allons rencontrer Yvan Sorel. Il a grandi ici. Bonjour. En forme? Dans ce quartier, un ménage sur deux vit sous le seuil de pauvreté, soit 977 € par mois. Ouais, j'ai grandi avec les rats, les cafards, avec du mouvement, quoi. Du mouvement délinquant, du mouvement religieux, tout ce qui fait Marseille, quoi. Donc après... Comment on grandit dans ces quartiers? Comment on grandit? On grandit avec une optique qui s'appelle réussir ou mourir. La Belle de Mai n'a pourtant pas toujours été une terre de grande précarité. Cet arrondissement a longtemps vécu grâce à la manufacture de tabac. C'est sa fermeture, au début des années 90, qui en fera le quartier le plus pauvre de France. Ça a beaucoup changé? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Ah oui. Et moi j'ai connu le charbonnier, le vitrier, vous vous rendez compte? Puis les gens, ils vendaient des escargots, c'est beaucoup d'Italiens qui avaient, mais ça sortait même la cuisine dans les rues. Tout, vous vous rendez compte que là maintenant c'est du froid, C'était plus vivant? Actuellement c'est plutôt mort. Les gens sont aigris, comme du béton devient. Ouais, ça me fait mal au cœur, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. T'as connu toi le quartier comme ça? J'ai pas connu le charbonnier. J'ai connu le charbon. Hein. On a connu les gens qui sont au charbon en train de vendre de la drogue. C'est deux époques, deux visages de Marseille. Et si Yvan n'est pas tombé dans la délinquance, c'est grâce au sport. Il devient champion de MMA, les arts martiaux mixtes, une technique de combat qui allie la boxe et la lutte. Aujourd'hui, il enseigne les arts martiaux à 250 enfants du quartier. Mais la plupart des enfants présents ce soir n'ont pas payé de cotisation par manque de moyens. Plus qu'un entraîneur, Yvan est un grand frère et sa méthode pour recadrer les jeunes, des potes. Plus de puissance! Faites-moi vibrer ce dojo! On entend les gens qui crient Aha dans le réseau juste à côté et vous entendez pas! Ce n'est pas normal! Je comprends pourquoi vous vous laissez embrigader avec la drogue! Avec le vol! Vous êtes faibles! Même sortir un coup de pied avec un cri, vous n'arrivez pas! Faut que ça change, les enfants! La vie est violente.
Dès notre naissance, on apprend à combattre. N'est-ce pas? Oui. Comme ça. C'est nécessaire. Les gars, c'est nécessaire de savoir se battre dans notre quartier. Oui. Encore une question? Non. Le ton peut surprendre, mais les parents approuvent. Dans un quartier miné par la délinquance et le trafic de stupéfiants, les familles ont trouvé ici un soutien. Ça s'est bien passé, oui. Haroun, 9 ans, est le fils de Linda. Il s'est inscrit ici il y a quelques mois. Et on est là pour faire avoir peur. Peur de quoi? Des gens qui nous frappent dehors, qui nous agressent. Donc moi je me suis inscrit ici pour qu'à l'école je me fasse plus frapper. Tu te faisais frapper à l'école? Oui. Et aussi parce que s'il fait ça, c'est pour qu'on respecte les gens dehors. C'est bien ça? Oui. Moi, je vois sur le comportement de mon fils, il a beaucoup changé. Et il a plus confiance en lui, il est plus serein. Il se donne à fond, donc il est tout content de venir ici. Allez. Il y a de l'entraînement là. J'évite à... Oui, Yvan rejoint ses amis dans le bar à chicha, lieu de rassemblement du quartier. Parmi eux, Nabil. Issu des cités, il n'a pas réussi à trouver du travail. Quand j'ai eu le bac, par exemple, j'étais en BTS, il fallait trouver un stage en alternance. Il y avait un collègue avec moi. On est parti pour chercher le stage. Je te donne des listes de patrons qui sont susceptibles de t'accepter. Voilà. Je suis parti voir un. Bon. Il m'a dit non, mais non, on ne cherche pas et tout. Non. Je dis, je sais pas, ils nous ont donné votre contact. Votre société, voilà. C'est qu'il m'a dit ah non, ils ont dû se tromper, ils ont fait une erreur. Mon collègue est allé derrière moi, lui, l'après-midi, ils l'ont pris. Aïe. Voilà. Donc lui, là, il a pu faire ses 2 ans de BTS et moi, j'ai pas trouvé de stage, donc j'ai pas fait. Et vous savez pourquoi? Il s'appelle Sébastien. Il habite dans le 4e, passe mieux. Et c'est ce que j'en ai déduit, tu vois, j'espère que je me trompe, mais je pense pas. C'est réel, hein. Ouais. Mais je pense que ceux qui nous représentent ne sont pas pour un éveil des gens d'en bas, tout simplement. Le fossé se creuse d'année en année, c'est impressionnant, quoi. J'ai l'impression qu'on veut nous écraser, c'est-à-dire rester en bas, vous êtes bien en bas et voilà, votre place elle est définie. Mais... Pour Yvan, le symbole de cette rupture, c'est la facture des travaux du stade Vélodrome. 268 millions d'euros, dont une part a été payée par la municipalité, alors que lui affirme n'avoir aucune subvention. Marseille, capitale du sport européen, c'est bien, c'est labellisé. Quand on parle de capitale du sport, c'est pas spécifiquement de mettre de l'argent toujours dans les mêmes endroits, dans le stade de foot, pour aller recevoir une Coupe du Monde de football. On s'en tape de ça. L'Olympique de Marseille, on s'en tape. Mais pourquoi pas financer, par exemple, des structures de lecture, des structures de langue française? On a des problématiques avec ça. Je préfère voir des Albert Einstein ou des Malcolm X que des Zinedine Zidane ou des Ivan Sorel. Selon les chiffres, Marseille serait l'une des villes les plus inégalitaires d'Europe. Et aujourd'hui, les écoles de la ville sont le reflet de cette fracture sociale. L'écart se creuse, ressent la fracture qui souffre. Marseille, capitale de la rue. Nous sommes dans la cité Consola, au milieu des quartiers nord. Anne-Marie, accompagnée de sa sœur, amène ses 2 filles à l'école. Comme chaque matin, ce trajet de 10 minutes lui demande une vigilance extrême. Aucun panneau de signalisation, aucun ralentisseur. Un véritable danger pour les enfants. Vous n'avez pas peur en allant à l'école avec les voitures? Non. Moi, des fois, oui. Pourquoi pas peur?
Parce que, par exemple, si je suis sur... si par exemple là, on va traverser, eh bien, j'ai peur qu'il y ait une voiture qui vienne et qui peut m'écraser. Parce que ça roule trop vite, malheureusement. Et mes enfants, depuis qu'elles sont là-bas, même ma grande, je ne l'autorise pas à partir toute seule à l'école, justement par rapport aux voitures. Voilà, les camions qui passent. Voilà le beau trou. Ils ont dû faire des travaux, mais ils n'ont pas fini leurs travaux. Alors on est obligé de passer à côté, sinon, ben voilà, on se fait mal. Tous les jours, c'est le parcours du combattant. Je vous promets. Allez, un bisou à 11h. Travaille bien. Allez, montez, allez-y. Arrivée devant l'école, Anne-Marie peut souffler. À l'intérieur, les enfants devraient être plus en sécurité. Enfin ça, c'est la théorie. Car la réalité semble bien différente. Ça va? Ça va? Ça a vu ce qui s'est passé? Oui, j'ai vu ça. Alors? Le plafond s'est écroulé complètement. Heureusement que c'était 17 personnes qui avaient plus d'enfants. Heureusement. Mais il y avait la maîtresse dedans. Ouais, il y avait la maîtresse dedans. C'est quand même grave. Hein, elle a failli se prendre sur la tête. D'accord. Le plafond, Mon Dieu, c'est horrible. Vous les avez pris où? L'école est complètement dégradée, quoi. Si le plafond s'écroule, c'est qu'il y a de réels soucis au niveau de l'école. Inquiets pour la santé de leurs enfants, et afin d'alerter les autorités, les parents ont filmé l'état des locaux avec leur smartphone. Il y a une classe aussi en haut des grandes sections qui s'effondre complet. Le maître a beau accrocher des dessins avec un simple scotch. Une fois qu'il enlève le scotch, il y a toute la peinture qui s'enlève. Il y a des plaintes qui s'enlèvent. Derrière, on les tire, il y a de la moisissure. Les murs avec des trous, les douches, les toilettes. Franchement, toilettes cassées, fermées, condamnées. C'est aberrant. Les toiles d'araignée, mon Dieu. C'est vraiment une école qui est laissée à l'abandon complet. De son côté, la mairie annonce qu'un projet de rénovation est en cours. Les parents, eux, attendent de voir. À Marseille, 444 écoles seraient dégradées. En janvier 2016, le collectif des écoles de la Castellane, réunissant plusieurs établissements scolaires des quartiers nord, a lancé un appel demandant la mise en place d'un état d'urgence dans les écoles marseillaises. Mais comment a-t-on pu en arriver là ? Pour comprendre la position de la municipalité, nous sommes allés voir Samia Ghali. Merci de nous recevoir. Bienvenue. Députée maire de 2 arrondissements sensibles, Samia Ghali livre une véritable bataille pour obtenir plus de subventions de la mairie de Marseille. Je ne suis pas sûre qu'un élu municipal, quel qu'il soit, accepterait d'être dans un bureau délabré. Quand vous allez dans des toilettes où ça pue, vous avez des égouts qui remontent quand vous êtes dans la classe, que vous avez les rats qui passent devant vous, lorsque vous avez l'humidité qui fait décrocher la peinture des murs, lorsque vous avez des trous dans la classe, lorsque vous avez des impacts de balles dans votre classe et que vous restez pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans avec l'impact de balles pour bien montrer que tu n'es pas en sécurité. De son côté, l'État assure avoir versé près de 4 millions d'euros à la mairie de Marseille depuis 2014 pour des travaux dans ses établissements scolaires. En danger sont dans des classes insalubres. On aurait dû faire de l'école, moi c'est ma conception, un sanctuaire, un endroit où on protège l'enfant, où il a le sentiment que quand il est là, justement, vous savez, pour lui donner l'envie d'y rester dans cette école, de dire mais quand je suis dans l'école, je ne suis pas dans ma cité. Et quand je suis dans l'école, finalement, je vis dans un autre monde où j'apprends des choses, où je m'émerveille, où on me donne l'envie d'y rester. Et le problème, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il a le sentiment que quand il est dans sa cage d'escalier toute pourrie, quand il va à l'école, c'est tout pourri pareil. Donc finalement, qu'il soit dans la cage d'escalier ou dans l'école, il n'y a rien qui change pour lui. Pour Samia Ghali, les enfants de ces quartiers défavorisés se sentent abandonnés par la République. Donc vous imaginez, dans la tête d'un enfant, qui a le sentiment, on lui dit « tu dois respecter la République, tu dois être dans le cadre de la laïcité, tu dois être dans le cadre du droit à tout ce que vous voulez ». Et au final, quand il regarde, lui, depuis la naissance, depuis qu'il est petit, depuis qu'il va à l'école maternelle, il a le sentiment que la République, elle l'insulte du matin au soir parce qu'elle ne le respecte pas en tant qu'individu. Voilà, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, cet enfant-là, comment demain, il ne peut ne pas être un décrocheur scolaire. Aujourd'hui, 1 jeune sur 2, issu des zones urbaines sensibles,
termine son parcours scolaire sans aucun diplôme. Nous sommes dans la cité de la Savine. Ici, Isabelle élève seule ses 4 filles. Tout le monde est servi? Ouais, c'est bon. Bon appétit les filles. Merci. Merci toi aussi. Si l'aînée est aujourd'hui à l'université, les 3 dernières sont confrontées depuis des années à des difficultés scolaires. Je me rappelle quand elle était en primaire, comme une fois, on a manifesté devant l'école là, du primaire là, qui est juste en face, là, pour pouvoir obtenir un professeur. Hein. Et en plus, c'est des sections quand même CM1, CM2, c'est quand même important pour rentrer en 6e. Après, ils s'étonnent que les enfants rentrent au collège, ils savent tout juste écrire, tout parler, faire des phrases convenablement. Et puis un enfant qui ne va pas à l'école pendant 1 mois, surtout en CM1, CM2, ils ont tout juste 8, 9 ans. Qu'est-ce qu'il va faire? Des fois, les parents travaillent, ont mis leur enfant à l'école, ils arrivent devant l'école, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Les parents travaillent, ils restent dehors. Et là, dehors, c'est là qu'ils vont faire des bêtises, et ben voilà, on va faire ci, on va faire ça. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir. Hein. La fille d'Isabelle, Mélissa, 17 ans, est en difficulté. Et elle n'est pas la seule. Plus de 20% des enfants scolarisés en zone urbaine sensible ont déjà redoublé à la fin de la primaire. Pour sa mère, le coupable est tout désigné, le système scolaire. J'ai l'impression que l'éducation nationale, oui, l'a laissé un peu de côté. Oui, oui. On n'est pas tous à la même chance, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se dire... Moi, j'en vois plein aussi qui sont partis, par exemple, qui viennent d'ici, des quartiers nord. Hein. Ils vont choisir un établissement, supposons, côté sud, quartier sud et tout. Ils sont perdus. Parce que les programmes ne sont jamais finis. Ils ne savent même pas de quoi on parle. En maths, peut-être qu'ils ont un niveau... le niveau n'est pas du tout le même. Ils se demandent ils se sentent même bêtes, humiliés même. Et lorsque Mélissa décroche, la conseillère d'orientation lui trouve une place dans un lycée professionnel. C'est un lycée de garçons avec tous les métiers de garçons, routier, électricien, poids lourd, mécanicien, mécanique moto, enfin que de ça et c'est pas mon domaine, c'est pas mon domaine à moi. Pourquoi ils t'ont envoyé là-bas du coup? Ben, c'était le seul lycée qui m'avait accepté. Bon, ça, on fait en débarras, c'est fini. Allez. Ouais. Cette filière ne convient pas à Mélissa. Elle quitte alors l'établissement au bout de quelques semaines. Livrée à elle-même, la jeune fille sombre alors petit à petit dans la dépression. J'ai jamais fait mes devoirs quand j'étais scolarisée. Je pensais pas à mes études, à mon avenir, à plus tard. Alors que là, je me remets en question et je regrette. En étant chez moi, je voyais les autres partir, les anciens de ma classe partir en 3e au lycée, en terminale et évoluer. Et moi, j'étais toujours là, je régressais. Alors, quelle est l'origine de cette grande difficulté scolaire? Et que fait vraiment l'éducation nationale pour venir en aide à ces jeunes? Salut. Ça va. Pascal Ponce est professeur dans les quartiers nord de Marseille. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous donne les outils nécessaires pour accomplir votre travail? Clairement, on nous en donne moins qu'ailleurs en tout cas. Ce qui fait que ça rend le travail beaucoup plus difficile dans ces zones-là. Alors que ce sont quand même des zones où il y a des besoins encore plus importants. Il y a des élèves qui sont en plus grande difficulté scolaire. C'est pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais ici ils sont en nombre un peu plus important. Ces dernières années, des milliers de maîtres RAZED ont été supprimés. RAZED, c'est le réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté. Faute aussi de moyens, par exemple. Moi par exemple dans ma classe j'ai plusieurs élèves qui auraient besoin d'une prise en charge de certains maîtres RAZED et cette aide n'est pas fournie et donc du coup leur situation stagne un petit peu. Il y a plusieurs enseignants qui alertent sur cette difficulté aujourd'hui à prendre en charge la grande difficulté scolaire et surtout le nombre de plus en plus important qu'il y a dans les classes. On manque un petit peu de ressources. En plus très souvent on est des enseignants qui débutons dans le métier et donc à partir de là on n'a pas les mêmes réflexes, la même expérience qui nous permet de faire face à certaines situations. Et en plus de ça, on se retrouve souvent abandonné en termes de moyens, que ce soit des moyens municipaux ou des moyens d'État dans les écoles. Mais il y a un établissement qui a décidé de venir en aide à ces jeunes déscolarisés. C'est l'école de la deuxième chance. Nous retrouvons Mélissa, la jeune fille de la cité de la Savine. Ici, comme elle, 9 élèves sur 10 arrivent sans aucun diplôme.
Pour moi, c'est important de me retrouver dans une école où les personnes ont la même situation que moi. Parce que quand j'étais dans mon école, en quelque sorte normale, je me sentais comme le vilain petit canard de l'école. Enfin, de la classe, en quelque sorte, parce qu'on n'avait pas le même niveau. Donc on me laissait un peu à part. Aujourd'hui, la journée commence par le cours de français, assuré par Agnès Chambion. Qui c'est qui manque Isania, il manque Isania et Muslimati. Dans les quartiers nord, c'est une vie à part. Parfois, il y en a qui sont même pas descendus ou en tout cas ne sont pas allés sur le Vieux-Port. Voilà, ils ont vraiment une vie vraiment à part et ils sortent rarement des quartiers. Ici, il n'y a aucun programme préétabli. Chaque élève avance à son rythme dans une classe où ils ne sont qu'une quinzaine. L'école fonctionne avec une grille d'évaluation comme au judo avec des dan. Il y a la ceinture blanche, la ceinture jaune, orange, verte. La ceinture orange-verte correspond à un niveau 3e. La blanche, c'est vraiment à la primaire. Ça va jusqu'à la noire. Hein. Et au fur et à mesure qu'ils acquièrent les compétences, ça valide les couleurs et ils voient leur progression au fur et à mesure de leur parcours. Un programme qui semble déjà porter ses fruits. J'avais un niveau juste pour mon âge, mais je trouve que j'ai fait beaucoup de progrès. Tu avais un niveau de quel âge à peu près? 3e, fin 3e. 3e, alors que tu devrais être en quelle classe? En terminale. Quand je suis venue ici, puisque chez moi on ne parle pas en français, et quand je suis venue ici, j'étais stressée, je ne parle pas. Et madame nous encourage. Et maintenant, j'arrive à lire, à m'exprimer. Et je suis fière. Et je remercie cette école parce que je pense que je vais arriver. C'est un métier qui n'est pas tous les jours facile, mais quand on les voit progresser et aller dans leurs projets, avancer, se dire qu'ils vont passer dans une autre réalité, que leur vie va changer, ça c'est le plus beau cadeau, ça c'est sûr. En entrant dans cette école, les élèves signent tous un contrat dans lequel ils s'engagent à suivre leur scolarité et à accepter l'autorité des enseignants. L'ambition de cet établissement, permettre l'insertion professionnelle des jeunes. Pour cela, divers ateliers sont proposés. Aujourd'hui, au programme, initiation à la maroquinerie. Avant toute chose, il faut régler la machine. Donc ça, c'est une machine hydraulique. Qui c'est qui veut commencer à découper à la machine? Pas besoin d'être un homme, hein. Ça peut être une femme aussi. Le rempli, c'est ça. C'est ce que vous avez, c'est ce qu'on voit en premier. Noriane et Harry, leur professeur du jour, est une créatrice de sacs à main de luxe. Elle connaît les cités par cœur. Elle y a grandi. Il y a un taux de chômage important dans les quartiers et qu'il faut absolument résorber. Moi, je le fais à mon petit niveau. Mais l'idée, c'est que mon atelier puisse prospérer et puis, pourquoi pas, pouvoir embaucher un ou deux ou quelques-uns qui auront eu le déclic dans cette activité-là. Ce que je veux leur transmettre aux jeunes, c'est croire en eux déjà. Peu importe l'orientation qu'ils vont choisir, mais c'est de croire en eux. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est leur dire que c'est possible en se donnant les moyens et que quand on a eu un déclic, on est capable de soulever les montagnes comme je pense l'avoir fait. Pour moi, c'est important parce que je crois que c'est eux l'avenir de notre société. Dans ces quartiers désertés, de nombreux acteurs comme Nouria se battent au quotidien pour offrir une vie meilleure à la jeunesse des cités. Une jeunesse qui, à Marseille comme ailleurs, veut croire en son avenir.